avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, merci de nous retrouver dans le podcast Les Aventuriers. Vous le savez, ici nous avons la chance d'être avec des aventuriers de tout poil. Et nous sommes aujourd'hui avec un Lyonnais. Bonjour Xavier. Bonjour. Je dis un Lyonnais, ça fait longtemps que vous n'y êtes plus là à Lyon. Désormais, vous êtes en train de parcourir l'Amérique. Vous avez fait un voyage, vous êtes d'ailleurs en train de faire un voyage qui dure depuis 10 mois. Vous êtes parti de tout en bas de l'Amérique, donc Ushuaia quoi en gros. Oui, Ushuaia, l'Argentine. Ok. Et vous avez remonté tout ça pour arriver finalement en Alaska. Donc, vous avez fait comment votre périple ? L'idée principale, c'est de rester dans un budget raisonnable. En Amérique du Sud, le moyen facile étant le bus. Très facile de trouver des bus entre chaque ville de moyenne importance en Amérique du Sud. En Argentine, au sud de l'Argentine, en Patagonie, ce genre de trajet est un peu cher. Donc j'ai commencé en stop. J'ai fait, je dirais, une semaine de trajet en tendant le pouce, très à la mode et très très sûr en Patagonie, avant de rejoindre le Chili où les prix des bus ont un peu baissé. Il y a quelques passages sur le trajet qui sont un peu compliqués par le sol, notamment ce qu'on appelle la zone de Darien entre la Colombie et le Panama, qui est une zone qui coûterait plus cher en garde du corps à traverser à pied qu'elle ne coûte à traverser par la mer. Donc petit voilier pendant une semaine pour rejoindre le Panama. Ah, c'est pas mal. Des difficultés. Oui, c'est une solution qui passe par les îles San Blas, paysage de palmiers sur des petites îles désertes. Ouais. C'est très sympa, c'est sûr. Voilà, puis après, quand on arrive aux États-Unis, au Canada, ça se complique un petit peu avec les bus et faut louer des voitures. Voilà, c'est pas, surtout dans la direction sud-nord, c'est pas facile de se déplacer en bus, donc il a fallu trouver d'autres solutions. C'est pas facile parce qu'il y en a pas, c'est pas facile parce que c'est cher, ou c'est pas facile parce que ils vous laissent n'importe où et donc voilà, c'est trop compliqué de s'organiser avec ça. Le réseau de bus aux États-Unis circule plutôt entre l'est et l'ouest. Oui, voilà, c'est Greyhound principalement, qui relie les deux côtes. Pour se déplacer vers le nord, non, il n'y a pas vraiment de solution. Puis la voiture est vraiment le moyen de transport prédominant aux États-Unis. Les Américains ont tous deux énormes voitures, souvent des 4x4, et j'ai eu la chance, moi, d'avoir des amis qui m'ont rejoint pendant un mois aux États-Unis, donc on a pu louer une voiture, parce qu'effectivement, c'est tout de suite un budget supplémentaire. Et on a besoin d'être flexible, parce que, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller de parc national en parc national. C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des bus. Il faut son propre véhicule. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce périple, de partir de Ushuaia il y a 10 mois pour arriver aujourd'hui en Alaska ? Eh bien, c'est une question que je me pose et la réponse, j'arrive plus à la trouver. Bon, j'ai toujours adoré voyager. Je sais ce que j'aime retrouver dans le voyage. J'aime beaucoup partir seul pour me mettre seul face à mes choix et voilà, créer des situations qui sont un peu plus difficiles que quand on serait deux à les affronter. Voilà, j'avais fait il y a 8 ans un voyage d'1 an, et depuis je me contentais de partir 2 fois 3 semaines par an. Je recherchais une opportunité de repartir avant les 30 ans, parce que j'ai un peu raté, je l'ai fait à 30 ans. Repartir pour longtemps parce que j'ai l'impression que ça fait grandir et que je voulais revivre ce genre d'expérience. Et je cherchais quelque chose à faire qui soit un peu écologique aussi, c'est-à-dire ne pas passer mon temps dans les avions. Et un jour, je me suis dit que la pointe sud et la pointe nord de l'Amérique était potentiellement un trajet faisable sans nuire à la planète. Et j'ai découvert que ça avait un nom, ça s'appelait la Panaméricaine, la route panaméricaine. Et voilà, c'était la révélation, c'était ben voilà, je vais faire la route panaméricaine, à voir comment, mais c'est un trajet qui permet en plus de traverser beaucoup de cultures différentes et beaucoup de paysages différents. Donc
voilà, ça sonnait bien à ce moment-là. Si on fait la bande-annonce, le trailer de votre film, de votre voyage, qu'est-ce que vous y mettez dans cette bande-annonce? Quels sont les grands moments, les grandes rencontres, les grandes cultures que vous y avez croisées, les moments de doute, les moments de peur, les moments insolites et les expériences insolites, les moments de rire, voilà, qu'est-ce que vous y mettez? Faites-nous vibrer avec cette bande-annonce. Action! Ouf. Si je devais faire palpiter avec des hauts et des bas, je commencerais par les difficultés. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus simple. C'est de faire ce trajet. Il y a eu plus de problèmes de santé que prévu sur le chemin. Des problèmes de santé qui ont résulté de moments incroyables. J'ai eu l'occasion notamment de travailler dans un refuge de singes en pleine jungle amazonienne. Mais du coup, vous avez chopé un mauvais truc là-bas, c'est ça? Et du coup, j'ai enchaîné les problèmes de santé suite à la jungle. Oui, on a travaillé dans la boue, avec les moustiques, avec les défections des singes et les maladies qu'ils peuvent porter, ont fait que quand je suis revenu à la civilisation, j'avais des champignons qui s'étaient installés sur certaines parties de mon corps, sur les jambes, sur les bras, des parasites de différentes formes qui s'étaient installés dans mon estomac, et j'avais des vers dans les bras. Au même moment, j'ai été mordu par un chien dans un quartier de La Paz où on n'a pas envie de se faire mordre par un chien. Donc, il a fallu aller suivre le processus de vaccination contre la rage, qui est un peu lourd en Bolivie. Il s'agit d'y aller quasiment tous les jours à l'hôpital, et qu'il a fallu être capable de placer dans le voyage, quoi. Donc, il a fallu être capable de continuer ce traitement à travers le Pérou et l'Équateur. Et puis traiter les vers que j'avais dans le bras m'a fait prendre énormément d'antiparasites et d'antibiotiques, ce qui derrière a des conséquences sur le système digestif. Donc ça m'avait brûlé l'œsophage, plus ou moins. Voilà, voilà, 2 mois à chercher les hôpitaux, ce qui est un très bon moyen de pratiquer l'espagnol. Et finalement, on s'en sort, quoi. Mais voilà, des moments pas faciles, plus de solitude que prévu. Le voyage a cet avantage qu'il est facile de rencontrer du monde. Il est facile d'aller s'asseoir au milieu de la salle commune d'une auberge de jeunesse et de parler à n'importe qui. Par contre, c'est vrai que la discussion reste assez souvent la même. D'où viens-tu? Où vas-tu? Combien de temps voyages-tu? Et finalement, trouver des compagnons de voyage pour faire des longues distances, il faut que ça soit compatible, notamment quand on en a prévu de faire Ushuaïa, Alaska. C'est un trajet qui est un peu particulier, qui en 10 mois demande de bouger à un certain rythme. Et donc, voilà, pas toujours facile d'avoir des personnes avec qui vivre sur le long terme, quoi. C'est ça qui vous a manqué, vous diriez, c'est le fait de vivre ces événements, ces moments avec des gens? Alors, on trouve toujours des gens pour vivre un lieu, pour vivre 2 lieux, pour vivre un pays. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie que les personnes qu'on côtoie nous connaissent un peu plus. Et pour ça, il faudrait avoir un peu le même trajet pendant quelques mois. Il y a eu une personne, une Allemande que j'ai rencontrée au nord du Chili et que j'ai pu recroiser plusieurs fois jusqu'à Las Vegas. Mais sinon, la plupart des gens, voilà, c'est les connaître le temps de 3-4 jours quand on reste à un endroit. Donc voilà, ces difficultés-là, se sentir un peu plus seul, notamment quand la santé n'est pas toujours au mieux. Par contre, plein de bons côtés à côté de ça. Hein, je me demandais si je pouvais encore être bluffé après avoir quand même pas mal voyagé, si je pouvais encore être bluffé par des paysages inattendus, me retrouver à me dire mais ce que j'ai devant les yeux, ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable. Et ben oui, hein, le monde est assez grand pour qu'il y ait encore de quoi nous surprendre de cette façon-là. Ouais. Quel est je dirais, le paysage qui vous a le plus bluffé, du coup, si on parle de bluff? Je dirais donc j'avais tendance à répondre aux gens la Bolivie, l'altiplano, le sud Lipèze. Donc c'est toute la zone un peu
assez désertique un peu. Si on prenait la Mongolie et les steppes vertes que tout le monde imagine en Mongolie et qu'on les colorait en orange et qu'on les mettait à 4000 mètres d'altitude et qu'on mettait des vigognes au milieu, les vigognes étant des espèces de petits lamas, voilà, on se retrouve avec le paysage de l'altiplano qui était un paysage qui m'a beaucoup plu. Au milieu de l'altiplano, on a une lagune rouge sang, dans laquelle vit une colonie de 34 000 flamants roses. Voilà, c'est ce genre de paysage qui n'était pas attendu puisque c'était la route pour aller au très connu Salar d'Uyuni, qui est un paysage magnifique, mais qui est un paysage attendu. Et c'est toujours ces paysages qui sont inattendus qu'on va croiser sur le chemin qui restent dans la mémoire. Alors voilà, c'était la Bolivie. Et puis, je vais pas mentir, les États-Unis, quand on met tout ensemble, il y a quand même énormément de belles choses à voir, des grandes étendues désertiques. Moi, c'était Monument de Valley qui a été mon coup de cœur. Et puis, quand on arrive en Alaska, on se rend compte que il y a les grandes étendues désertiques et puis il y a les grandes étendues boisées et montagneuses qui bien qu'on soit plus habitué à ça, qu'on ait des montagnes chez nous, ça reste une dimension nouvelle et c'est bluffant. Est-ce qu'il y a des gens que vous retrouvez, donc vous nous l'avez dit, il y a des gens qu'on retrouve au fil du voyage, mais c'est quoi, c'est par hasard que vous les retrouvez dans une ville, c'est que vous vous donnez rendez-vous, comment ça se passe? Ouais. Il y a beaucoup de hasards qui sont souvent des situations assez marrantes. On se dit le monde est petit. C'était déjà quelque chose que j'avais pu expérimenter il y a 8 ans en Australie. On se disait qu'on rencontre toujours les gens 2 fois. Et dans l'Amérique du Sud, il y a différentes formes de circuits. Il y a des gens qui vont commencer par aller faire la Patagonie en janvier-février parce que c'est la bonne saison pour y être. Et ces gens-là, forcément, derrière, ils vont bouger vers le nord. Donc il y a des chances de les recroiser. Après, on va rencontrer le flux de touristes qui commencent son voyage au Brésil pour le carnaval de Rio et qui derrière traverse l'Argentine et remonte vers la Colombie. Donc on a des trajets comme ça qui donnent quelques routes et qui font qu'on va recroiser par hasard les gens. Moi, je me suis retrouvé sur le même bateau entre la Colombie et le Panama qu'une fille que j'avais rencontrée à Rio 5 mois plus tôt. Ah oui. Voilà, il y a des situations un peu improbables. Après, il y a des gens qui ont garde contact et qui sont pas là, pas forcément par hasard, qui vont nous attendre, prendre 1 ou 2 jours de retard dans le planning pour avoir l'occasion de se recroiser et de faire quelques voyages ensemble. Alors effectivement, on rencontre. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un homme que je rencontre beaucoup de femmes. Je faisais ce voyage avec une relation en relation à distance avec une copine en France, donc c'était pas en tout cas mon intention. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la population de voyageurs est une population assez féminine et moi je fais partie d'une association en France qui organise des apéros sur le thème du voyage mensuellement, 1 fois par mois dans un bar. Et on peut faire des stats du coup à partir de la publication de nos événements sur Facebook et on se rend compte qu'il y a 75% de femmes à ces événements, quoi. Donc je pense que au final on aurait envie de dire que les femmes ont peut-être plus de raisons d'avoir peur de partir seules ou de partir longtemps, et pour autant c'est surtout des femmes qu'on va croiser. Est-ce que vous diriez que les femmes sont aujourd'hui plus aventurières que les garçons, que les hommes? C'est ce qui ressort. J'ai pas encore fait de test sur le sujet. Je saurais pas expliquer pourquoi il y a une telle différence. En tout cas, cette majorité à nos événements sur le voyage peut-être simplement révèle qu'elles sont plus curieuses, qu'elles vont chercher plus d'informations pour préparer leur voyage. Mais c'est vrai que je crois vraiment que sur les gens que j'ai rencontrés, il y a une majorité de femmes et il doit y avoir une explication. Elles sont peut-être plus curieuses que les hommes, qu'elles ont peut-être plus la bougeotte que nous à la base, je sais pas. En tout cas, ce périple, il nous donne envie de partir. On peut aller voir vos photos un petit peu là sur les réseaux sociaux. Et puis en tout cas, vous nous avez mis des descriptions en tête et on arrive très bien à s'imaginer votre périple. Je le rappelle, un périple qui vous a conduit depuis le sud de l'Amérique au nord de l'Amérique, en Alaska. Et donc là, à l'heure où on se parle, vous y êtes encore en Alaska. Et d'ailleurs, vous faites du volontariat actuellement.
Oui, je fais régulièrement du volontariat en utilisant des plateformes voilà, qui me permettent d'être nourri logé, de trouver des gens qui vont nous nourrir et nous loger contre 4-5 heures de travail par jour. Ouais. C'était le cas du refuge de singes, c'était le cas d'un camping en Patagonie, d'un ranch au Canada. Là, je suis dans un bâtiment où on a un espèce de groupe de retraités de 20 chiens à la retraite qui ont été à une époque entraînés pour faire du chien de traîneau. Donc là, il m'est plutôt demandé simplement de leur tenir compagnie et de faire en sorte qu'ils se nourrissent et qu'ils finissent leur vie tranquillement. Mais voilà, c'est toujours un moyen de vivre avec des locaux, d'être avec des gens qui ont des bons conseils, qui nous emmènent voir des choses. Mmh. Et puis, je trouve que ça fait une expérience souvent beaucoup plus authentique que simplement rester dans une auberge de jeunesse entre touristes, à se raconter les paysages cartes postales qu'on a pu voir sur le chemin, quoi. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir bien voulu nous faire rentrer dans votre voyage et nous avoir fait partager ces beaux souvenirs, ces beaux instants. Quel sera le prochain voyage, vous savez déjà ou pas ? Parce que quand on fait un grand voyage comme ça, j'imagine qu'on commence d'ores et déjà à s'intéresser au prochain. Oui, j'ai des idées. Moi, j'avais déjà des idées avant de partir. Je suis toujours content de rentrer. Donc, je suis, contrairement à d'autres, pas forcément toujours dans la prolongation de repartir tout de suite et d'éviter de retourner en France. Donc là, je suis content de retourner en France dans 2 semaines, content de m'y poser un moment. Mais clairement, les prochaines destinations seront probablement le sud de l'Afrique, Namibie, Botswana, l'île de Madagascar qui m'a toujours fait rêver aussi. Mmh. Et puis dans un second temps, approfondir certaines destinations asiatiques à plus long terme dans 2-3 ans. Donc, voilà. À bientôt, peut-être sur une des routes de voyage. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans ce podcast des aventuriers. Et puis à très vite. Et n'hésitez pas à aller nous faire un coucou sur les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast et iTunes, sur lesquelles vous pouvez nous laisser des étoiles pour le classement de Apple Podcast qui nous permet d'être écoutés par plus de monde. Merci également de nous laisser des commentaires, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous êtes vous aussi un voyageur ou une voyageuse, n'hésitez pas à nous le faire savoir, expatrié ou pas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à nous le dire. On vous attend sur les réseaux sociaux de La Fabrique Audio avec les aventuriers. Salut Xavier et à bientôt toutes et tous. Salut.